Mariam Tabi Talata a été proposée par les structures dirigeantes de l'UP Le Renouveau pour sa reconduction comme candidat au poste de vice-présidente. Cela a été validé par le bloc républicain qui est en accord avec l'UP Le Renouveau. Ceux du bloc républicain ne voient pas Mariam Tabi Talata comme étant seulement de l'UP le Renouveau, et on la voit comme au-dessus de l'UP Le Renouveau, c'est-à-dire pour le Bénin. Vous voyez, le gouvernement de la rupture, quand on prend son chef, Patrice Athanas Guillaume Talon, il a mis un accent particulier par rapport à la promotion des femmes, la promotion des jeunes. Regardez dans son gouvernement combien de jeunes il y a dans son gouvernement. Regardez dans son gouvernement combien de femmes il y a dans son gouvernement. Et ces femmes-là, elles donnent le résultat. Vous avez vu, c'est pourquoi on ne les change pas. Les jeunes, elles donnent le résultat. C'est pourquoi on ne les change pas. C'est-à-dire, on veut de la qualité et non de la quantité. Je trouve que c'est un choix assez irresponsable, dans la mesure où on dira qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'équipe dans son entièreté, mais c'est une partie de l'équipe. Et de mon point de vue, c'est que plusieurs raisons motivent cette reconduction de Madame la vice-présidente à son poste. Le premier, c'est pour respecter, de mon point de vue, le genre, la parité. La parité, donc, au sein de l'appareil étatique au plus haut niveau. Le deuxième choix, pour moi, c'est sans nul doute et c'est très important de mon point de vue, c'est pour respecter l'équilibre régional. L'équilibre régional en ce sens que Mariam Talata, la vice-présidente, donc pour la partie du Nord et le candidat à la présidence pour la partie sud du Bénin. Ce qui me réjouit dans cette initiative du duo candidat où on a vu le camp de la majorité présidentielle qui positionne un homme et une femme, c'est au-delà du respect du genre, du principe genre, etc., c'est que ça donne une image assez équilibrée des choses selon moi. Parce que là où il y a une femme qui est souvent dirigée par le cœur et qu'il y a un homme qui est souvent dirigé par une certaine rationalité, vous voyez, l'équilibre se fait. Lorsque l'homme serait dans une certaine posture, le cœur de la femme, en ce moment-là, pourra parler et équilibrer, n'est-ce pas, donc, les choses. Je ne m'intéresse pas à ça parce que je dis c'est un canular, ça n'a pas raison d'être. Voilà, le chef de l'État lui-même l'a dit, je crois, en 2021, au deuxième sommet du citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, il a été clair, pas de troisième mandat. Il a encore été clair le 8 février 2024 en conférence de presse, il a encore répété. Peut-être qu'ils attendent que le chef de l'État, le président Patrice Talon, vienne dire, bon, je ne ferai pas 15 ans à la tête du Bénin. Bon, ils veulent le nombre d'années parce qu'il a été clair, je ne ferai pas un troisième mandat. Je pense que ceux qui se posent cette question ont le droit de se la poser. Vous savez, quand la case du voisin prend feu, vous ne pouvez pas dormir tranquille. Vous vous posez des questions. Vous savez, quand ça se passe autour de vous, vous avez le droit de vous inquiéter. Et dans les mêmes textes de la République où ce que nous savons, tout le monde sait que la loi, elle n'est jamais rétroactive. Deuxième chose, vous savez, quand un acteur politique parle, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est difficile de lui faire confiance à 100%. On parle de politique. C'est une initiative qui va permettre donc au CES désormais de bien fonctionner, de connaître désormais ces membres-là, de connaître désormais ce qu'on attend d'eux, ce que le peuple béninois attend d'eux désormais dans cette nouvelle mission. La nouvelle version du Conseil économique et social a une feuille de route plus large qui permet bien évidemment de faire rapprocher cette institution-là des citoyens et bien évidemment de la population. Ce séminaire permettra bien évidemment au président de l'institution, Bakidi, de ne pas naviguer à vue. Et donc, il sait à quoi s'en tenir, il sait à quoi s'accrocher. Et que le président de cette institution prenne les taureaux par les cornes. Que le président arrive à savoir que si on a amené donc des réformes au niveau de cette institution-là, c'est pour qu'il y ait des résultats. Et il a bien dit à cette rencontre-là, il disait, nous avons le devoir de travailler à montrer que les réformes ont été bien réfléchies, ont été bien pensées, pour que dans le futur, on arrive à dire, ah oui, il fallait le faire. Je vais inviter donc les acteurs politiques qui sont vraiment, parce que quand on parle de CIE, c'est aussi les acteurs politiques qui est au sein de l'institution, donc à ne pas confondre la politique et le développement. L'institution ne soit pas donc
un lieu de politique, mais plutôt de développement, et qu'ensemble, qu'ils puissent travailler à démontrer à ceux qui sont sceptiques, qui ne croyaient pas à ces réformes-là, qu'ils ont tort, et vraiment que cette réforme-là, si elle n'existait pas, qu'il fallait donc l'inventer et la faire. Porte-Nouveau a vibré quand même au rythme pendant 2 jours et donc la ville capitale a été donc valorisée une fois encore de par ces masques. Je pense que c'est une bonne chose et que après Patrice Talon, comment est-ce que ça va se passer? Donc, je dis au président Patrice Talon de mettre tout ce qu'il faut comme garantie pour qu'après lui, ça puisse continuer davantage. Moi, je dirais simplement félicitations à ce gouvernement qui n'a ménagé aucun effort à mettre tous les éléments à disposition pour que ce festival soit une très belle réussite. Et comme l'a dit mon confrère, après le départ du président Patrice Talon, que sera vraiment la culture béninoise? Je pense personnellement que les moutons se promènent, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Donc, que ça soit au niveau du comité de rite, que ça soit ces beaux canons qui doivent être formés pour donner cette transmission de savoir à notre génération. Je pense qu'ils se connaissent et ils sont mieux qualifiés à pouvoir désigner X ou Y pour pouvoir faire du job. Ce qui est évident, c'est que c'est déjà une bonne nouvelle de pouvoir savoir qu'on veut institutionnaliser cette arme que nous avons, dont vous parlez, le phare, notre identité élémentaire au Bénin. Moi, je me réjouis déjà de cette initiative. Bon, je trouve la réaction un peu excessive, excessive dans le sens où on va jusqu'à menacer les autres citoyens béninois qui pourraient subir les conséquences de ces actes posés par ceux qui s'y adonnent. Alors que, bon, de mon point de vue, on peut quand même contrôler. On peut quand même dire, bon, désormais, ceux qui vont dans telle période, à quelques semaines de l'accouchement, si on ne veut plus les recevoir, on ne va plus les recevoir. Je crois que nous, citoyens béninois, devons tenir compte donc de cette mise en garde. L'enfant bénéficie certes de la citoyenneté américaine, mais l'enfant, ce n'est pas évident que cet enfant puisse, entre-temps, revenir seul comme il veut aux États-Unis avant longtemps. Du coup, tout ce qui lui a été accordé dans le temps, c'est au profit des parents. Bon, mon confrère a dit que cette réaction est excessive, c'est clair. À la longue, ça pourrait nuire au système américain tel que c'est fait. Écoutez, quand j'ai suivi le Conseil des ministres et que j'ai eu cette information, je me suis dit tout simplement, voilà encore des cadres à qui on a fait confiance, à qui viennent de trahir encore une fois le peuple béninois. Est-ce qu'on va dire que la réforme n'a pas porté ses fruits? Aujourd'hui, 3 ans après, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais les manquements qu'on observe là, avec ce que vous avez rappelé là, surfacturation, détournement, encore que on parle ici des femmes, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Je pense que c'est un signal fort que le gouvernement en place est en train de donner pour que ceux qui pensent qu'ils sont venus pour faire leur bon vouloir, ce n'est pas ça. Ils ont un cahier de charge et l'État attend beaucoup d'eux. Quand ça ne marche pas, forcément, il faut penser à d'autres cartes de rechange. Et nous ne pouvons que saluer l'État. Moi, je dis c'est heureux, je dis que cela arrive. Là, ça remet chacun à sa place et chacun fait le travail pour lequel il est là. Quand j'ai pris connaissance de la réaction de Galileo Soglo, qui parlait en tant que fils du président Nicéphore Dieudonné Soglo, je me suis dit que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce qu'il a parlé en tant que fils de l'ancien président Nicéphore Soglo, mais il n'a pas parlé comme un ancien ministre de la République, ni un politicien, ni un futur président de parti. S'il faut le dire, on va dire qu'il a raison de le dire parce que c'est de son père qu'il s'agit. On ne peut pas lui refuser d'avoir ce sentiment. Est-ce qu'il s'est rendu à tel ou tel endroit pour visiter telle ou telle réalisation et on a dit non, vous ne pouvez pas.
Donc, à mon avis, ce communiqué et tous ces trucs-là, j'ai compris finalement, ou peut-être je me suis permis quand même de dire que mon très cher grand frère, je l'appelle comme ça, Galiou, a voulu attirer toute l'attention sur sa personne parce qu'on n'a plus, permettez-moi de le dire haut et fort, on n'a plus trop entendu parler de l'ancien ministre, on n'a plus trop entendu parler de lui. Donc, du coup, il faille qu'il attire les projecteurs sur lui pour qu'on sache toujours qu'il est dans le pays. Je pense pour ma part que c'est de la communication politique qu'il a voulu faire avec cela. Parce que quand on suit la chronologie, quand on suit les événements, on voit que c'est quelqu'un qui veut, en quelque sorte, faire parler de lui parce qu'il a déjà pour ambition, cette ambition qu'il n'a d'ailleurs pas cachée, de revenir avec le parti Renaissance du Bénin. Donc, il a juste, en stratège, il a juste cherché ce sur quoi appuyer pour que cela puisse faire jaser, cela puisse faire couler d'encre et de salive pour qu'on continue à parler de cela et qu'il pose d'autres actes après et pour qu'on dise qu'il continue d'exister dans le paysage politique. Je crois que le ministre a manqué un peu de réserve parce que quand vous appartenez à la plus grande équipe de gestion au sommet de l'État, vous devez avoir forcément des réserves. Moi, j'ai comme l'impression que le ministre n'a pas mesuré la portée de ses propos avant de les sortir. Parce que il y a de ces enseignements que nous recevons chez nous, il faut savoir parfois se taire. Même si on vous a envoyé en mission, il peut arriver que vous sachiez vous envoyer. Il faut que vous sachiez envoyer. Donc les propos ont été sérieusement un peu graves pour un ministre du gouvernement. J'ai l'impression que il a donné des armes à ceux qui ne parlent pas le même langage que le gouvernement pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement et avoir raison. Il faut aller au-delà pour situer les responsabilités. Puisque s'il n'apporte pas les preuves, mais ça veut dire qu'il c'est de diffamation. Et il y a la loi sur le numérique qui est là. Et puisque l'information a été rendue publique grâce à qui? C'est grâce aux réseaux sociaux. Et donc, du coup, la meilleure solution pour montrer la discipline du groupe, c'était de le sortir tout simplement du gouvernement. On l'a appelé. On a demandé au chef de l'État de le faire. Il a répondu avec une promptitude. Je lui dis chapeau. Après ça, maintenant, que la CRIEX se saisisse du dossier pour qu'on aille au bout. Quand il a fait une déclaration, il a gaffé. Le parti doit assumer parce qu'il n'est pas le seul cadre du parti. Le Bloc républicain devrait présenter des excuses publiques et présenter ces excuses au président de la République pour dire on a fait un mauvais casting, on vous a choisi un mauvais militant parce que c'est sauteux. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui, quand il se désolidarise, non, c'est trop facile. C'est trop facile, il n'est pas le seul cadre du Bloc républicain. Donc du coup, le parti se désolidarise. Il faut voir ce qu'il a créé pour le parti. Par contre, aujourd'hui, quand on prend les élections législatives passées, c'est dans la main des opposants. Et donc, aujourd'hui, il est venu encore plonger davantage. Comme nous le disons, s'il n'est pas allé dans le couvent gouvernemental pour préparer le terrain à sa déclaration et que le gouvernement aussi s'est désolidarisé, parce que le porte-parole dit « nous n'en savons rien de ce qu'il a en tête de dire », de la même manière, si le Bloc républicain n'est pas informé, il ne voit pas pourquoi vous allez demander que les gens l'applaudissent. S'il n'a pas informé son parti, son mouvement politique qu'il va à Parakou et qu'il parlerait de ci, de ça, pourquoi vous voulez que les gens s'associent à sa déclaration? C'est déjà une décision, je crois, salutaire de voir le HPCC, autant pour moi, prendre la décision d'aller en profondeur, de creuser, de voir véritablement ce qui est caché dans ce dossier. Et moi, je crois que c'est ce que le peuple béninois attend. Parce que quand il s'agit de détournement, c'est le fonds du contribuable, c'est le fonds du béninois qui est c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que cette initiative doit être normalement indépendante, soutenue par tous les citoyens que nous sommes, pour que nous puissions voir véritablement ce qui est caché dans ce dossier, les acteurs impliqués,
pour que chacun puisse véritablement répondre de ses actes. À partir de là, on peut déjà vérifier ce qui s'est passé. Parce que ce que le ministre a dit, enfin l'ancien ministre, il était ministre alors, ce qu'il a dit, c'est qu'il a remis en cause tout le travail effectué le long de ces réalisations. Même si après, on peut encore, en tant que citoyen lambda, on peut toujours contredire ce qui a été dit, parce que les partenaires techniques et financiers ont aussi fait des rapports par rapport à ce qui a été fait au ministère des Mines. Je crois que depuis 2016, c'est 20% ou plus de 20% de décès de plus qu'il y a eu dans la décès d'eau et tout. En toute honnêteté, ça nous amène, nous, tout un chacun de nous, peu importe le poste que nous occupons, à tirer une leçon de toute cette scène. La leçon, selon moi, c'est il faut qu'on réfléchisse 1000 fois à tout ce qui pourrait sortir de notre bouche. Parce que la parole, c'est comme de l'eau versée. On ne récupère plus. Donc, autant que nous sommes, nous devons savoir que pour ne pas subir le même sort que notre grand frère, pour venir encore dire, excusez-moi, il est important de ne pas parler comme il le faut, mais de parler quand il le faut et de dire ce qu'il faut. Nous devons tous faire l'exercice de respecter l'obligation de réserve dans nos fonctions, dans notre profession, un peu partout, parce que il y a Akuna, M. Akuna à part, il y a Akuna, ministre, également à part. Donc, je pense que cette histoire de fils du terroir, ainsi de suite, même si ça a été dit peut-être dans l'arrière-coup, même si ça nourrit certains ziettes, ne méritait quand même pas d'émerger au niveau de la surface, du fait que l'autorité, quand même, a obligation de réserve. Donc moi, je pense que c'est l'exercice qu'on va s'efforcer vraiment de faire, chacun selon ses compétences, selon ses fonctions. Et voilà, je pense que ça va éviter ces dérapages. Vous savez que bien que les communes aujourd'hui au Bénin sont occupées pour la plupart par des partis politiques de la mouvance, quand vous voyez Abomey Calavi, c'est l'UPR, tout ça là et tout ça. Ça voudra dire qu'ils doivent redoubler d'efforts, ils doivent arrêter de pleurnicher et d'aller vraiment dans le vif du sujet et de se mettre toutes les armes nécessaires pour aller sur le terrain. C'est-à-dire que, dans ce cas de temps que par exemple, l'activité devrait avoir lieu, si j'ai bonne mémoire, dans un domaine plus privé. Est-ce que la mairie a regard sur ça? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la mairie a envoyé des forces de l'ordre pour empêcher la manifestation. Et c'est ce qui est un peu triste, ça. Un parti politique a le droit donc d'animer la vie politique. Si 2026 s'approche et que ce parti politique a pour mission de travailler à prendre le pouvoir à un moment donné, il faut que ce parti soit présent sur le terrain. Il faut que ce parti travaille. Qui sont ceux qui vont élire le prochain président? C'est le peuple béninois. Le peuple béninois est où? C'est dans ces localités aussi. Et donc, il faut que le parti ait le droit d'aller vers ses mandants pour pouvoir donc, dans un premier temps, faire de reddition de comptes, dans un deuxième temps, discuter d'autres sujets avec ces populations-là. Lorsque vous entendez que c'est des députés, des élus de la nation, qui veulent faire des redditions de comptes, c'est-à-dire qui veulent faire le bilan de leurs activités devant les citoyens, vous, en tant qu'autorité, quel que soit votre bord politique, vous devez être en mesure d'accompagner ce mouvement-là, normalement. Au lieu de l'empêcher, vous devez créer les conditions normales pour que cette activité-là puisse avoir lieu. Parce qu'en faisant cela, vous-même, vous avez des idées sur comment gérer la cité après. Comment le travail a été fait par ces députés jusqu'à présent. La liberté dans les médias repose, sinon devrait normalement se reposer sur le respect de la déontologie, du code de la déontologie, puisque c'est un cahier de charge, en quelque sorte, qui oriente le journaliste, qui permet aux journalistes de savoir où mettre le pied. Nous sommes en train de passer vers le monde digital. Il va falloir que chacun puisse être responsable de ce qu'il publie. Chaque homme de presse est libre de donner l'information, d'informer le public, mais doit être également capable, en mesure d'assumer ses responsabilités lorsqu'il s'agira de pouvoir justifier devant
les autorités compétentes de la véracité ou de la pertinence de l'information donnée. Le digital prime sur tout ce qui a rapport aux médias. Mais il faut voir que le Bénin, malgré ce classement que nous avons eu, a fait des avancées. Je me rappelle en janvier 2023, le chef de l'État avait confié à la HAC, mandature Rémi Prosper Moretti, de faire des réformes profondes. Ces réformes ont été engagées et nous avons vu, sous l'impulsion de l'actuel président, Edouard Loko, qui est bien un homme de la maison, un point des médias avéré, qui travaille avec ses pairs, et ceci pour donner une nouvelle impulsion aux médias au Bénin. En général, c'est une fierté pour tout Béninois. On a senti vraiment cette ferveur-là. C'est vrai qu'on est resté à Cotonou. On n'a pas forcément un regard sur ce qui s'est passé dans les autres communes, dans les autres départements du Bénin. Ce qui est sûr pour ce qu'on a vu à Cotonou et environ, Calavi, Porto Novo, je pense que ça a été une belle fête. Je pense que tout Béninois devrait être fier quand même de cela, et ça permet quand même à l'État béninois de faire revivre le patriotisme, la ferveur patriotique au niveau de la population. Donc, je pense que c'est un événement qui a vraiment marqué toute son attention. Et en termes d'innovation, je pense qu'il y a déjà le changement de tenue au niveau des forces armées. C'est quand même une bonne innovation. Je pense que quand on est béninois, il y a une fierté qui doit animer tout béninois depuis quelques heures déjà qu'on est passé à cette célébration officielle. Les innovations, on en a eu, et je pense que nous sommes habitués à ça depuis quelques années déjà. Je me rappelle, l'année dernière, c'était l'armée nigériane qui était venue défiler, qui avait montré un très beau visage, qui montrait combien la coopération entre les deux pays était au beau fixe. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui était de la fête. Mais je pense que ce sont des innovations qu'il ne faut pas oublier. Il faut d'abord féliciter l'initiateur qui a pris l'initiative lui-même. Exactement. Laura Orden à la date. En conviant tous ceux qui sont acteurs politiques, les cadres, la société civile, les hommes, les jeunes, les femmes. Et il y avait le jour là dans la salle, il y avait tout le monde. Aujourd'hui, il faut expliquer, réexpliquer et continuer toujours dans l'explication pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'on n'a pas encore fait l'expérience. Et maintenant, nous allons faire l'expérience. Pour moi, la démarche est bien parce qu'il fallait expliquer. Il faut que la partie civile, les populations, les dignitaires, ou même le Béninois lambda, comme on aime appeler le plus petit d'entre nous, que tout le monde puisse être informé par rapport à ce code électoral-là et savoir ce sur quoi nous serons désormais régis. Il y a beaucoup de choses, ma foi, qui ont changé par rapport au code électoral. Donc, c'est bien. Je trouve que ça arrive un peu tardivement, mais c'est bien que cela arrive maintenant. Et ce serait davantage bien que cela puisse se faire à nouveau, peut-être dans d'autres langues du pays, des langues qu'on pourrait appeler nos langues locales, nos langues nationales, si vous voulez. Cette sortie-là, ceux qui ont compris, ont compris. Et je pense que l'essentiel des Béninois, enfin la majorité des Béninois est en train de comprendre le mode de fonctionnement, ce à quoi nous-mêmes nous avons adhéré. Et donc, pour le reste, ça viendra, ou ils vont comprendre à leur dépens plus tard. Et comme l'autre là, vous me le permettrez, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer à la vulgarisation. C'est une première, je dirais même une grande première, puisqu'il y aura des élections couplées d'abord, et après la présidentielle, les législatives et les communales, et après, juste après la présidentielle. Donc la Sénat a raison de s'y mettre très tôt. Et parce que c'est le retard qui crée parfois les perturbations, ça va dans tous les sens. Donc c'est très bien de vite commencer et d'informer les partis, les responsables de partis à temps pour qu'on ne soit plus donné des dispositions et autres. Je pense que avec le temps qui est mis, qui est devant nous, il n'y aura pas de problème pour autant.
Je crois que la Sénat est dans son rôle. Vous savez, de par le passé, le temps a failli faire défaut et ça a laissé des traces qu'on ne souhaite plus revivre. Ça a laissé des souvenirs entre griffes amers. Donc, la Sénat a quand même puisé de ses erreurs de par le passé et très tôt le calendrier est rendu public. Donc, que chacun joue convenablement son rôle pour que la messe ou les élections générales puissent bien se passer. Je ne saurais dire comment je vois cette démarche. C'est un devoir en fait institutionnel. Si donc c'est programmé que à telle date, la Sénat doit pouvoir faire sortir le chronogramme des élections, ça ne me dit pas grand de pouvoir dire c'est bon, c'est bien, c'est déjà salutaire. Non, c'est un devoir institutionnel. Alors, si à chaque étape de l'évolution des processus, si l'institution en question arrive à faire sortir ou à accomplir son devoir, à quoi bon rester dans la doge de citoyen ou bien d'analyste pour dire bon, c'est bon ou ce n'est pas bon? C'est un devoir institutionnel, je n'ai pas d'appréciation à propos. On a des problèmes de timing. C'est une très bonne chose. Je crois que le directeur général, nous aussi, a très bien fait. Les candidats eux-mêmes, ils peuvent déjà, en interne, commencer déjà par travailler à mobiliser les ressources ou bien commencer déjà par vous mettre à jour vis-à-vis du fisc pour ne pas qu'au dernier moment, nous ayons ces petits problèmes que nous avons eus l'année dernière. Du niveau de la Direction générale des impôts, c'est bien, on a lancé, chacun doit se mettre au pas. Parce que pour les élections passées, il y a beaucoup de soucis. Il y a d'autres qui ont dit on a payé, mais le quitus a été livré après la clôture des dossiers. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui, on a dit qu'il faut donc se préparer, c'est une bonne chose. Je demande à tout un chacun de nous, que ce soit au niveau de la DGI, au niveau des différents candidats, quand bien même nous sommes à la veille et que on ne sait pas qui serait aux élections. Donc, je prie tout un chacun de nous de faire ce qui doit être fait pour que le chaos qu'on a eu par le passé ne soit pas répété. Qui dit Patrice Talon, c'est d'abord le secteur privé. Ça veut dire qu'il connaît ceux qui sont en face de lui. Et en termes de les difficultés que les opérateurs économiques rencontrent, on ne viendra pas lui en parler, puisque lui-même, il a vécu et il sait. Et n'oubliez pas que la majeure partie des réformes opérées de 2016 à aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le secteur privé. C'est-à-dire, ça, c'est pour créer, pour améliorer l'économie de notre pays. Et c'est ces acteurs-là. Le Bénin n'a pas de ressources autres que la fiscalité. Et il faut alors composer et travailler avec. On peut tout reprocher au président Patrice Talon, mais il convient tous de reconnaître, et ce, à l'unanimité, que c'est un homme qui a toujours su associer au labeur l'ambition et le bien faire. Pour ainsi dire, concernant cette initiative, moi je pense que c'est une très belle chose. Une très belle chose, pourquoi? Vous savez, quand on considère même les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces échanges, moi, et ça m'avait vraiment fait chaud au cœur, parce que ils avaient tous discuté à bâton rompu. Il n'y avait pas une allocution d'entrée. Ce n'était pas comme un chef qui se tenait devant ses subordonnés. Vous savez que bien que les communes aujourd'hui au Bénin sont occupées pour la plupart par des partis politiques de la mouvance. Quand vous voyez Aboumé Calavi, c'est l'UPR, tout ça là et tout ça. Ça voudra dire qu'ils doivent redoubler d'efforts. Ils doivent arrêter de pleurnicher et d'aller vraiment dans le vif du sujet et de se mettre toutes les armes nécessaires pour aller sur le terrain. C'est-à-dire que, dans ce cas de temps que par exemple, l'activité devrait avoir lieu, si j'ai bonne mémoire, dans un domaine plus privé. Est-ce que la mairie a un regard sur ça? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la mairie a envoyé des forces de l'ordre pour empêcher la manifestation. Et c'est ce qui est un peu triste, ça. Un parti politique a le droit donc d'animer la vie politique. Si 2026 s'approche et que ce parti politique a pour mission de travailler à prendre le pouvoir à un moment donné, il faut que ce parti soit présent sur le terrain. Il faut que ce parti travaille. Qui sont ceux qui vont élire le prochain président? C'est le peuple béninois. Le peuple béninois est où?
c'est dans ces localités aussi. Et donc, il faut que le parti ait le droit d'aller vers ces mandants pour pouvoir donc, dans un premier temps, faire de reddition de comptes, dans un deuxième temps, discuter d'autres sujets avec ces populations-là. Tout est mis en place pour qu'aujourd'hui, ceux qui vont à l'examen aient vraiment la capacité d'aller à l'examen. Ce n'est pas comme avant, à cause des grèves, on ne sait même pas si l'enfant est bien éduqué pour aller à l'examen. Il y avait, comment on l'appelle, cet enfant qui échoue ici, qui va dans une autre école, aller faire la classe supérieure. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, tous les enseignants qui sont bien formés, tout, et qu'on vient me dire que c'est parce que c'est la fin du mandat qu'on a eu ce taux de... Où est le rapport? C'est trop gauche. Le suivi au niveau des parents ne s'est pas renforcé de temps en temps. Mais au moins, on est sûr d'une chose, c'est que les enfants, quand ils vont à l'école, ils sont plus confrontés à des situations où le maître, il ne vient pas aujourd'hui. Et on dit, bon, il n'est pas venu aujourd'hui parce que peut-être il n'a pas eu son salaire. Non. Il y a un peu plus de rigueur. Même le maître, avant de faire quelque chose, il réfléchit, il pense aux conséquences de ses actes. Donc, il y a une certaine prise de conscience au niveau de l'enseignement et on peut s'en féliciter et espérer que cela continue de cette même façon-là pour que nous ayons toujours des résultats à saluer. Quand il parle donc d'enfants égarés, il fait donc une étude sociologique. Il met ça sur le cours de déviance sociale, il met ça sur le cours d'une fracture sociale. Pour qu'il n'y ait pas une récupération politique. Parce que si on met ça dans le champ politique, des doléances portées par ces mutins-là, on peut parler donc de dysfonctionnement politique et tout le reste. Mais ici, il y a question à se demander, qu'est-ce qui peut pousser un enfant du Bénin pour aller s'attaquer à l'institution qu'est le président de la République, qu'est le palais. Donc, il y a une déviance sociale. Déviance, non-respect des valeurs qu'on nous a inculquées. Moi, je crois que Patrice Talon a parlé d'enfants égarés. Il est rentré dans la tête de la psychologie, ou bien là, c'est de façon sociologique, il a parlé. Vous savez, en Afrique, souvent, lorsque l'enfant attaque son père, on dit le petit là, il est égaré, ou bien c'est un enfant qui ne va pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je crois que c'est sur cette lecture-là que le chef de l'État a dit ça, parce que vous savez, tous ceux qui ont ce jour-là osé prendre les armes, d'abord, avant d'attaquer la République, ils sont d'abord attaqués à leurs frères d'armes. Ben, ce sont les gens avec qui ils ont été à l'école de police, ce sont les gens avec qui ils ont été à l'école de l'armée, ils ont fait britannique militaire, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci. Donc, c'est d'abord sur ces gens-là qu'ils ont commencé par tirer en premier, avant d'atteindre. Quoi qu'on dit, Patrice Talon est le père de la nation. Le président de la République, c'est une institution, c'est le père de la nation. Donc, lorsqu'un enfant, ou bien lorsqu'un citoyen se met à s'attaquer à lui avec une arme, je crois que c'est vraiment un enfant égaré. Très important. Il est arrivé le 7 décembre dernier, tirer les leçons au plan sécuritaire, déjà reconnaître qu'il y a eu des failles et donc essayer de les corriger pour que ça n'arrive jamais. Ensuite, il faut voir les leçons au plan sociologique. Parce que effectivement, il y en a qui s'étaient réjouis de ce que le drame survenait, ce qui n'est pas du tout bien. J'avais eu cette peur-là le jour-là. Fort heureusement, la situation a été mise sous contrôle, mais je le dis une fois encore, il faut savoir tirer les leçons de ce qui a pu se passer le 7 décembre pour que plus jamais ça n'arrive dans notre pays. J'ai lu le relevé du Conseil des ministres, je me dis forcément, vu les raisons évoquées par le gouvernement, moi ce qui a retenu mon attention parmi les raisons évoquées par le gouvernement, c'est que sur l'ensemble de ceux-là qui ont été retenus, admis ou déclarés admis, c'est 83% seulement qui sont maintenus à leur poste. Donc le gouvernement a donc jugé utile de trouver des mesures pour maintenir ces gens-là dans leur fonds. Je trouve que c'est quand même bien, ça c'est quand même important pour ce secteur-là. Mais il faut être regardant par rapport à d'autres secteurs, notamment le secteur de l'éducation. Parce que la santé, on soigne le corps, mais l'éducation, c'est quand même l'esprit. Ces mesures sont nécessaires, mais je suis en train de vouloir aller un peu au-delà. Pour dire, c'est un peu triste que le pays ait pu investir dans l'éducation, dans la formation de certaines catégories de personnes pour sauver la vie humaine et que le même État ne soit pas en mesure de les utiliser. Comment se fait-il que nous avons des médecins aujourd'hui qui sont très compétents parce qu'ils ont fait la brousse, ils ont fait des zones d'épidémie et tout,
Et aujourd'hui, ils ne sont pas utilisables par l'État qui les a formés. Il y a un problème fondamental qui se pose. C'est comme une jungle, la médecine. C'est vrai qu'il y a des réformes en cours, les choses sont en train de changer. Et je crois que c'est à ça qu'il faut vraiment penser. Quand on parle de la santé, on parle de la vie. Et vous allez remarquer que le gouvernement de Patrice Talon a donné et dit un aspect capital à la santé. Quand aujourd'hui, le Chili qui a été créé, ceux-là qui vont travailler au Chili, les grands médecins, les grands docteurs, qui sont à l'extérieur. Quand vous allez en France, par exemple, vous voyez ceux qui font les opérations et autres, les Africains, vous voyez, la majorité, c'est les Béninois. Pour que ceux-là reviennent, pour pouvoir être des spécialistes, qu'on les plus les recruter au niveau du Chili, le gouvernement est en train de faire beaucoup de sacrifices. Et quand on regarde le gouvernement, on voit que réellement, c'est un rénovateur qui est là. Et il sait comment toucher ces médecins-là, comment toucher ces agents de santé-là pour qu'ils puissent vraiment rester, revenir et accepter même à aller dans des zones reculées pour pouvoir travailler. Les règles du métier voudraient qu'il faut forcément faire le recoupement nécessaire, savoir de quoi il retournait avant de véhiculer l'information. Toutefois, je pense que à partir de l'instant où le ministre de l'Intérieur est sorti, et je crois que sur le coup de midi, l'information a commencé par être véhiculée dans le quotidien La Nation pour informer les populations de ce qu'il se passait et se tramait quelque chose de grave. Et donc, que pour autant, il n'y avait pas péril dans la demeure, parce qu'à partir du moment où on comprenait, on savait de quoi il s'agissait. Notre rôle également est pédagogique, de sensibiliser les populations. Et vous avez sans doute entendu le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui en a appelé au patriotisme des journalistes. Et je crois que c'est le cas de réitérer, de réapproprier cette exhortation-là et de l'intégrer également dans ces schémas, dans ces configurations-là où c'est la République qui est en péril et il faut faire un choix avisé pour ne pas céder au champ de signes. Ce genre de situation appelle, je pense, une certaine retenue pour aller à l'essentiel et ne servir que l'information tout à fait sourcée, tout à fait juste, et surtout l'information utile, parce que toutes les informations dont on dispose ne sont pas bonnes à être publiées. Donc nous avions beaucoup d'informations, mais il fallait faire un tri pour ne retenir que ce qui ne met pas la République en difficulté. Au niveau de la rédaction du potentiel, nous avons balancé, je précise encore bien, 4 articles déjà avant la sortie du ministre. Et donc, quand le ministre est venu juste confirmer une partie de ce que nous, on savait déjà, et étant donné que moi j'ai échangé avec plusieurs personnalités, que ce soit dans l'armée comme des personnalités politiques qui m'ont déjà rassuré que tout était sous contrôle. La prudence, oui, comme mes aînés m'ont dit, il faut pas se jeter très rapidement sur l'information et raconter n'importe quoi. On dit souvent il vaut mieux être le dernier à donner une vraie information que d'être le premier à donner une fausse information. Cette prudence a obligé plusieurs rédactions à attendre d'abord les sources officielles. Quel que soit X, on devait tout faire quand même pour trouver des avocats, pour rendre le procès beau. Je crois quand même que pour un procès qui a eu tellement ce tollé-là, et que ce soit entre griffes expédié de la sorte, vous voyez, ça fait un peu mal. Ceux qui jugent en réalité, c'est qu'ils ont fait le droit, mais les prévenus, les accusés, du moins, tout simplement, ils n'ont pas fait le droit. Oui, vous voyez, ce qui est déplaisant, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans ces conditions, vous n'avez plus tout ce qu'il faut et on a tendance à croire que bon, je parle pour me sauver ou bien les dés sont pipés à l'avance. Pour une histoire telle qui a été brandie à la face du monde, en 5 jours, normalement, on ne devait pas terminer ce procès. On allait fouiller. Nous sommes toujours assoiffés de ce procès-là. C'est vrai, ça a été 20 ans pour chacun et le verdict est lourd, ça fait mal. Je pense que cette affaire s'inscrit désormais dans les affaires historiques de notre pays. C'est un grand débat qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui ou demain.
Voilà, la loi, c'est la loi, même si elle est due selon les enquêtes, selon les faits, les recoupements. Si éventuellement les preuves sont réunies contre les amis du chef de l'État et que le jugement est différent, vous imaginez aussi ce que l'opinion va en faire comme débat. Donc moi, je trouve que le chef de l'État est droit dans ses bottes. C'est la justice qui agit et j'ai l'impression, pour ce que je vois et ce qui se passe, que comme on dit souvent, un chef de l'État laisse la main à la justice pour fonctionner. On est peut-être dans ce cas de figure. Continue des leçons, c'est que la vie politique ne tient qu'au bout d'un fil. Tout peut arriver à tout moment. Des amis d'hier peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui. C'est une leçon propre à la vie de façon générale, mais beaucoup plus à la vie politique. Donc l'impact, sinon la leçon à tirer, c'est que politiquement parlant, la vie va continuer. Si vous allez en France aujourd'hui faire un sondage, j'ai lu le dernier sondage d'Emmanuel Macron, il n'y a que 16% de Français qui sont satisfaits de l'action publique d'Emmanuel Macron. Donc, il y a 84% de Français qui voudraient voir Emmanuel Macron dégager tout de suite. Et pourtant, personne n'imagine que l'armée française puisse générer des éléments qui viennent un jour à la télévision dire ben, Emmanuel Macron, il a détruit le pays, et on a trop de choses à lui reprocher, il faut qu'il dégage. C'est impensable. Parce qu'il y a une culture de la démocratie que l'armée elle-même a l'obligation d'intégrer. Et cette culture, quand elle est intégrée, donne à tous les militaires à savoir surtout que quel que soit ce qu'on peut reprocher à un régime conduit par un président qui a été régulièrement élu, il n'y a rien que le militaire puisse faire pour changer quoi que ce soit, parce que le mode de dévolution du pouvoir que nous avons définitivement choisi en 1990, c'est celui de l'élection par les urnes. Donc, il n'y a aucune justification à ce qui s'est passé. La crise de confiance aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui ont fait, qui ont posé l'acte, là, les mutins, et beaucoup plus la population, parce qu'ils ont pris les moyens de l'État issus de nos ressources pour acheter le matériel, et ils prennent ce matériel pour décider maintenant de combattre encore le même pays. Et quand j'ai suivi le colonel qui disait non, nous invitons la population à sortir massivement dans les rues et tout, j'ai dit mais on est où? Donc c'est ceux-là qui décident de prendre le pouvoir par la force et nous conduire où? Ceux qui n'ont, je ne dis pas que les militaires ne sont pas gérés, mais ceux qui ne savent même pas ce qu'on appelle en réalité la gestion d'un État. Et c'est tellement compliqué et difficile. Et lui-même qui a fait, il est chef de corps. Si on interroge tous les militaires qui sont sous lui, ils ne diront pas qu'ils gèrent forcément bien la troupe. Il y a forcément des gens qui pensent que la façon dont vous gérez, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des armes pour aller réclamer quoi que ce soit. Je pense que la réponse magistrale a été celle que les Béninois ont administrée à ces putschistes-là en ne suivant pas leurs exhortations, en ne suivant pas leurs mots d'ordre. Mais aucune gouvernance, il faut l'admettre, n'est irréprochable. Mais pour autant qu'elle n'est pas irréprochable, le niveau aujourd'hui atteint par la gouvernance au Bénin peut-il nous appeler à retourner à ce que le schéma présenté par un coup d'État ou un putsch ou un pouvoir militaire, une junte militaire? Je pense que non. Alors, je pense que ce qu'il nous faut, c'est encore d'aller de l'avant et non pas de retourner à notre passé honteux. Je suis sûr que si ce scénario existait avant la crise de 2019 que nous avons traversée, je suis sûr qu'il n'y aura pas cette crise. Parce que nous n'avons pas traversé une crise économique en 2019, nous avons traversé une crise politique. Et le législateur, dans la rédaction de cette loi, a précisé que le Sénat ne va s'occuper que des questions politiques et peut-être sociales, qui ne va pas bloquer la gestion économique du pays. Lorsqu'on ramène pas le débat un peu plus bas, dans nos maisons, lorsqu'il y a un problème qui dépasse le chef de famille, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les anciens de la famille. On dit, ah, voilà le problème, comment est-ce que nous allons faire? Et ce sont ces gens-là, au-delà de toi, chef de ta famille, ce sont ces gens-là qui prennent des décisions pour que le bon fonctionnement de la famille continue. Si aujourd'hui on assiste à cette affaire Talon Yahi, le président l'a rappelé, quel a été le niveau
d'implication dans la résolution du médiateur. Vous avez parlé du Conseil économique et social. Dès qu'on va installer le Sénat, c'est sûr que ça va noyer ces institutions-là. Et donc, pour moi, je pense que, oui, il faut prendre du recul pour régler un certain nombre de choses qui concernent, qui soulèvent la polémique aujourd'hui. En termes de résolution de crise politique, par exemple, le médiateur de la République ne sert pas à grand-chose. Donc, je suppose qu'avec l'arrivée du Sénat, le médiateur de la République va disparaître. Quand on prend aussi le Conseil économique et social, s'il faut qu'au sein du Sénat, qu'il y ait des experts, des gens qui puissent apporter leur expérience en termes de conseils stratégiques et autres, s'il faut tout ça, je pense que cela amènerait à faire disparaître aussi le Conseil économique et social. Et éventuellement certains conseils. Il faut d'abord donc rappeler que ce programme dont nous parlons aujourd'hui, ce dimanche, est un programme à impact direct donc sur les couches vulnérables. Et à la question de savoir si ça a d'impact, oui, absolument, ça a d'impact. Faites un tour dans nos localités. Vous verrez que, et bien évidemment, ce programme est d'une importance capitale. Il est demandé, ce programme est réclamé. Et c'est sûr, bien sûr, c'est après l'analyse et comment faire pour dépolitiser donc ce programme-là qu'en 2020, et bien sûr, le gouvernement a relancé le programme microcrédit à la FIA avec une nouvelle formule. Aujourd'hui, avec la nouvelle version à la rupture, je dirais ça comme ça, eh bien, il y a eu un reformatage de ce programme-là et ça permet donc aux femmes donc d'agir et de faire leur activité. Si aujourd'hui on ramène donc la cagnotte à 200 000 francs CFA, c'est dit tout simplement que on est parti donc des cendres des anciennes phases, et bien sûr, parce que vous l'avez bien fait de le rappeler, que les autres phases donc ont bien marché et le remboursement a été bien fait. Il faut saluer les acteurs qui ont piloté, qui ont conduit ce projet jusque-là. Certes, ce n'est pas un projet nouveau puisque cela existait déjà avant l'avènement de la rupture. C'est un projet initié depuis le temps de l'ancien président Boni Yayi. Mais il faut noter ici que c'est mieux élaboré depuis quelques années. Dans la pratique, il y a moins de tracasseries. De même, lorsque vous prenez le mode d'octroi de ces crédits, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, il y a moins de tracasseries. C'est des choses qu'il faut saluer, il faut encourager. Maintenant, passer de 100 000 francs à 200 000, c'est une prouesse, c'est un pas qu'il faut saluer. Ça prouve que quelque part, certainement, les remboursements ont été au rendez-vous. Si les remboursements n'étaient pas au rendez-vous, ce n'était pas évident que l'État puisse décider d'aller à ce seuil-là. Écoutez, nous ne sommes pas en Ukraine, nous ne sommes pas au Soudan, fort heureusement, où là j'ai cité des pays où la situation est telle que organiser des élections paraît irréaliste. Ce putsch manqué aurait pu induire malicieusement un décalage du calendrier si le gouvernement en place, notamment le chef du gouvernement, que le président Patrice Talon, était de mauvaise foi. C'est-à-dire, s'il était de mauvaise foi, il pouvait prétexter de cela et faire un décalage. Et voilà, la campagne est lancée. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 décembre. Voilà. Et dans 2 semaines, Inch'Allah, nous allons nous rendre aux urnes pour élire donc en un premier temps les nouveaux députés, les nouveaux conseillers communaux. Et voilà, donc c'est bon. Avec tout ce qui a été fait durant toutes ces 10 années pour modifier la démocratie à l'occidentale, pour l'adapter au Bénin, si c'est ce petit incident qui ébranle ce système, ça montrera en fait que ça n'a pas marché. Cette démocratie-là ne marchera pas. Parce que ça ne devrait pas être ça qui va ébranler cette démocratie qu'on a pris le temps de mettre en place, quitte à être impopulaire, le méchant des services pour mettre ça en place et qu'un petit incident vienne et ça ébranle tout, ça aurait été vraiment catastrophique et ça aurait peut-être donné raison. Si on avait même décalé d'un seul jour les élections, ça aurait donné raison à cette opposition radicale qui estimait que tout ce qui est fait est mauvais et que tout est à refaire.
Oui, ça montre que la démocratie est en marche et ça montre que malgré ce qui s'est passé le 7 décembre dernier, eh bien, les choses évoluent dès l'instant d'après. La vie a continué, on a tous mangé, on a bu dans la même journée. Ça voudrait dire que ça n'a pas arrêté ce qu'on faisait. Les plans qu'on avait n'ont pas été changés. Pourquoi est-ce que le gouvernement ou l'instance qui organise les élections devrait changer son calendrier? Je pense que ça n'a rien ébranlé. La démocratie béninoise, elle est forte et elle continue de faire son chemin à sa manière. Et ces candidatures indépendantes, c'est toujours indépendant dont vous parlez, bon, on peut dire que ça révèle une vitalité démocratique, on peut le dire, puisque c'est des citoyens qui peut-être ont envie également de passer par cette étape-là, de briguer également cette fonction-là, mais qui ont été par les dispositions légales qui sont en cours et qui verrouillent bien sûr le système. Parce qu'aujourd'hui, pour bien évidemment aller aux élections, il y a un point essentiel dans les formalités qu'il faut remplir, c'est d'avoir les parrainages. Et ces duos-là, puisqu'au nombre de 5 qui ont été, je fais référence donc à la première liste donc sortie d'abord par le président de la Sénat, au nombre de 5, il y a 2 qui, bien évidemment, n'ont pas de parrainage. Ils sont venus sans les fiches de parrainage et autres, ils disent qu'ils sont de la mouvance. S'ils sont de la mouvance, ils appartiennent à quelle tendance? C'est un. Maintenant, l'autre chose, s'ils veulent aller, et s'ils sont de la mouvance, et s'ils ne sont ni de l'UP Le Renouveau, ni du Bloc républicain, ni de Moël Bénin, ni de la Renaissance nationale et autres, donc peut-être que c'est des gens qui sont, des personnes qui sont indépendantes et qui soutiennent l'action du gouvernement. Maintenant, s'ils soutiennent l'action du gouvernement, ils sont indépendants, ils pouvaient aller vers comment on appelle, la haute direction politique de l'UP Le Renouveau pour pouvoir aller négocier le parrainage. Bon, je ne sais pas sur quelle base ils comptent pour pouvoir aller déposer et par quel mécanisme ils pourront compléter leur dossier. Et pour ces 2 duos-là, je pense qu'eux-mêmes savent déjà le sort qui les attend. Parce que c'est clair, la loi est claire. Vous ne pouvez pas être candidat et vous voir être admis à cette compétition-là si vous n'avez pas été parrainé par des députés selon la consigne que le parti aurait donnée. Daniel Eda, on le connaît, mais politiquement, quel est son activisme sur le terrain? Aujourd'hui, il est membre de quel parti politique? Pour qu'on puisse dire que c'est ce parti-là qui pourra lui donner le parrainage. Lorsque lui reste loin et il lance un appel aux élus, est-ce que l'élu va se lever pour aller le parrainer en violant les principes établis en amont? Donc lui-même déjà, il n'est pas clair, sa démarche n'est pas claire. Pour moi, je pense qu'il a eu juste envie de le dire comme par le passé. Mais malheureusement, cette fois-ci, ça ne pourra pas se réaliser. En tenant compte du contexte actuel, je pense qu'il doit essayer de revoir sa cote. Moi, l'expérience que j'ai eue au Bénin, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais en politique au Bénin. Parce qu'on a vu une certaine Rekia Madougou aujourd'hui venir au sein des démocrates et être positionnée candidate. Cela s'est passé récemment en 2021. Mais bon, on ne sait pas par quelle magie elle a été propulsée candidate des démocrates. Donc, si Eda aujourd'hui, moi je crois fermement que si Eda était vraiment sérieux dans sa démarche et avait négocié comme cela se fallait, c'était bien possible pour lui de se faire porter par les démocrates, par exemple, puisqu'ils ne sont pas à leur premier fait. D'abord, je voudrais faire savoir que l'annonce d'une candidature n'étant pas, je vais dire, militant d'un parti politique, est une insécurité même pour les partis politiques. Quand je fais recours, je vais dire, à la nuance portée par mon confrère Rommel, parlant de Rekia Madougou, il faut dire qu'il y a un sale jeu qui se joue en politique au Bénin. Et si ce sale jeu continue, on va toujours jeter notre pays dans l'opprobre, ce qui n'est pas bon. Maintenant, avec déjà ce qui se passe au sein de ce parti, il n'est pas possible. Parce que c'est oui, il a dit, il ne faut pas dire en politique jamais.
Vous voyez? Mais il n'est pas possible. Même quand on ne dit pas jamais, il faut passer quand même à l'impossibilité. Ce n'est pas possible que Daniel Eda vienne et qu'il soit épaulé par ce parti. Tout le monde a suivi cette actualité qui a fait le show des réseaux sociaux la semaine dernière. Donc, il était normal que dans la foulée, le gouvernement enchaîne tout de suite pour pérenniser vraiment les retombées de ce séminaire. Surtout que c'est le chef de l'État qui a été demandeur. Donc, c'est normal que dans la foulée, tout de suite, on puisse statuer pour pouvoir évoluer. Dans le fond, les demandes de ces maires à travers le pays étaient légitimes. Parce que nous avons vu les petits couacs que cette réforme a pu causer, a pu créer depuis qu'elle a été mise en œuvre. Il y a toujours tension entre le SE, le secrétaire exécutif et les maires, entre le secrétaire exécutif et les autorités de régulation. Donc, je crois que c'est une bonne initiative. Pour que cette réforme réussisse, il faut que les maires comprennent l'enjeu, mais parce que aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde de loin, on a comme l'impression qu'on assiste à une forme de recentralisation. Parce que on a comme l'impression que l'État a ses yeux, même ses pieds, dans les communes aujourd'hui. Est-ce que c'est mauvais en soi? Non. Non. C'est pas mauvais en soi. Pourquoi? Parce que l'État injecte de l'argent. Et quand l'État injecte des ressources, il doit pouvoir savoir comment est-ce que ça se passe. Comment cela fonctionne. Maintenant, quand il y a des administratifs qui sont là pour gérer, je pense que c'est décharger même le maire. Parce que quand tu manipules les ressources de l'État, dès que tu finis et que tu fais mal, il y a la CREA qui t'attend, il y a le MSLT qui t'attend. Donc, c'est une forme même de protection pour les maires. Donc, cette réforme-là, moi, je trouve que c'est une réforme salutaire, mais trouver la jonction nécessaire pour que ces deux autorités-là puissent travailler en synergie pour le développement de la localité. C'est une manière, effectivement, de les impliquer, un tant soit peu ces maires-là, dans la désignation. Est-ce que la meilleure formule ne serait pas, in fine, peut-être, qu'on autorise les maires à faire un processus de recrutement normal, d'accord, un processus de recrutement normal de ces secrétaires exécutifs-là, même si c'est peut-être l'État qui constitue une base de données de ceux qui remplissent, qui ont le profil. Oui. Et dans cette base de données, chaque maire, selon ses orientations politique, sa vision de développement de sa localité, va peut-être lancer un processus de recrutement, c'est-à-dire cibler dans l'échantillon, dans cette base de données, ceux qui remplissent le profil de SE et les recruter. Le chef de l'État est en train de faire avec ce qu'il maîtrise pour qu'il n'y ait pas une fin de mandat compliquée pour lui. Et je pense que c'est stratégique ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il fait du conservatisme, puisque ceux qui sont là avec lui, il veut faire avec ceux-là et être sûr. Et même s'il est en train de dormir, il saura que lui, là, j'ai confiance en lui et rien ne va se passer. Je pense que c'est ça. On dit toujours que quand vous êtes maître du jeu, vous connaissez très bien donc ceux qui vous entourent. Donc, ce n'est pas qu'il y a des compétences. Il y a des compétences en la matière. Mais quand il s'agit en fait des nominations au niveau donc du portefeuille ministériel, il faudrait quand même qu'il sache à qui attribuer donc ce portefeuille pour aller de l'avant. Donc, si éventuellement il choisit donc ceux qui sont déjà avec lui, à qui il confie donc une seconde fonction, c'est dire que c'est lui seul qui connaît en fait, je dirais, l'ancrage des actions qu'il mène au niveau donc du gouvernement. Alors, je pense que il a à faire ce qu'il doit faire pour penser au développement de la nation. Le chef de l'État, c'est vrai, les cadres ne sont pas que dans la mouvance, mais dans la mouvance, il y a plein d'hommes de confiance. Et je sais que il y a beaucoup qui veulent aussi goûter à la privilège. Il y a beaucoup qui ont envie d'être proches de lui. Mais il a sa méthode et la méthode produit des résultats que nous voyons. Mais s'il faut, puisque nul n'est indispensable, à des moments donnés, s'il faut réellement puiser dans l'existant, il faut le faire pour mettre de la joie au cœur à ceux qui attendaient. Je note que les départs n'étaient pas du tout attendus, vous voyez. Et moi, je le comprends. Je le vois plus dans une posture humaine et d'un chef qui brutalement apprend le départ
de ses collaborateurs et les remplacer tout de suite comme ça, ce serait comme si, bon, comme si de rien n'était. Mais puisque on parle on parle à l'échelle étatique, et que ceux qui ont envie d'exercer le job, ils n'en manquent pas. La démarche du chef de l'État, je la trouve élégante, oui, mais je la trouve d'abord démunie de toute partialité. Elle est totalement impartiale. Il se met au-dessus de la mêlée. Il fait les choses telles qu'elles doivent être faites pour donner à tous de pouvoir voir que il ne prend parti pour rien du tout. Ensuite, je trouve que cette démarche vient soutenir un peu, sinon donner la preuve, une nouvelle preuve même, je dirais, de tout ce qu'il était en train de dire depuis. Il y a des langues qui lui prêtent des intentions. Plusieurs fois, c'est arrivé. Et là, maintenant, on est à 1 an des élections, on peut le dire. On est à 1 an de ces élections-là. Et les fonds sont mis à disposition, non pas partiellement, mais entièrement. Je crois que c'est une très bonne démarche que le gouvernement a prise déjà en décidant de mettre près de 159 millions à la disposition pour auditer le fichier électoral. On ne peut que saluer une belle avancée. C'est la preuve que le chef de l'État tient réellement à ce que les élections générales de 2026 se déroulent dans la paix qu'on nous connaît au Bénin. Et donc, je voudrais simplement souhaiter que ces fonds soient vraiment utilisés à bon escient. Le chef de l'État, en le faisant, témoigne, n'est-ce pas, donc premièrement de sa bonne foi. Encore que la démarche est d'autant plus élégante qu'il faut comprendre que les partis politiques qui soutiennent son action ne sont pas preneurs, n'est-ce pas, donc d'une telle démarche. Donc ça veut dire que le chef de l'État, à ce niveau-là, ne tient pas forcément, n'a pas tenu compte de l'avis des formations politiques qui soutiennent son action. Ça veut dire qu'il est totalement impartial et neutre. Donc, il se met au-dessus de la mêlée. En tant que chef d'État, il se met au-dessus de la mêlée et veut que le processus électoral se déroule de façon normale, sans accroc. Et donc, tout en sachant que le fichier électoral est un élément sensible. C'est un outil fondamental. Je ne vois pas un bon Yahi ne pas siéger. Ne pas le faire, normalement, c'est condamner son parti. Parce que, comme l'a dit Herman, vous devez critiquer pour arranger. Vos critiques ne doivent plus aller dans le sens de détruire. On a vu plusieurs fois le parti de Boni Yahi depuis la création, mais critiquer, mais sans donner toujours l'alternative. Et nous avons toujours décrié ça. Mais qu'il sache que s'il n'a pas la chance de siéger et dans ce Sénat, il condamne son parti, mais également il se condamne lui-même parce qu'il n'aura plus la latitude de vraiment faire tout ce qu'il avait l'habitude de faire dans le paysage politique. Moi, je pense que Yahi Boni peut le faire. Il peut revenir à la raison pour dire, écoutez, je n'ai pas été certain de ce communiqué-là. Ce sont les collaborateurs qui ont signé le communiqué. Maintenant que j'ai la vraie information, aujourd'hui, je m'en vais à cette idée-là. Je suis prêt à accompagner. Parce que, quand même, il est dans l'opposition. Sa vocation, c'est comment faire pour accompagner le développement du pays. Et si le Sénat, qui a instauré en temps, a été instauré pour accompagner le développement de notre pays, pourquoi ne pas adhérer donc à cette vision-là? Moi, je pense que c'est ça. Mais la précipitation avec laquelle on apprécie les choses fait que on n'arrive pas à prendre de la hauteur. Est-ce qu'il faut avoir de ces réactions un peu à brûle pour point comme ça là, réagir par un communiqué, dire c'est antidémocratique, quitte après à adhérer? Je pense que l'idéal aurait été qu'il s'abstienne d'abord de prendre un communiqué, dès lors qu'il ne sait même pas encore ce que ça renfermait comme contenu, comme attribution et tout. Il aurait dû d'abord se taire. Le piège qui est de Boni Yahi, c'est que si jamais il n'entre pas dans ce Sénat et qu'il continue de maintenir son étoffe d'acteur politique, le connaissant très bouillant, à la limite vindicatif dans les veines, lui il a voulu tout combattre et tout, il risque de dire certaines choses qui vont se retourner contre lui et vont faire de lui un acteur politique indélicat.
et donc se mettre sous le coup alors du Sénat qui va le sanctionner. Et si le Sénat le sanctionne, ce n'est pas non plus bon pour son parti politique. Donc je pense que aujourd'hui, si les gens aiment Boni Yayi, c'est de lui dire, écoutez, monsieur le président, l'ancien président de la République, nous vous voulons plus au Sénat pour être sage avec Patrice Talon et tout là-bas. Le mis dans l'eau, je pense que Boni Yayi aujourd'hui, il n'aura pas le choix que d'aller au Sénat ou alors de se taire et de se terrer à jamais. Parce que si jamais il continue de faire ses manœuvres politiques, il risque de tomber sous le coup des sanctions prévues par le Sénat. Moi, je ne comprends pas qu'un parti ne puisse pas être capable de participer. Quand on parle d'élections communales, c'est la base, c'est des élections qui permettent de jauger le degré d'ancrage d'un parti politique. Mais lorsqu'un parti politique ne se sent pas capable de participer à ces élections de base, je ne pense pas qu'on puisse encore parler de parti politique. Je suis désolé, excusez-moi ma fermeté, mais moi je n'entends pas, je ne conçois pas cela. Un parti politique ne vit pas que pour les nominations. Faisons un peu sérieux. Si aujourd'hui, Mme Pounesso ne se sent pas capable d'aller aux élections de base, je pense qu'il est l'heure pour elle et pour ses partisans de rentrer dans les rangs, de rentrer dans des partis qui puissent être capables de porter ces militants candidats. Il faut que réellement, qu'on soit concret avec ce qu'on fait. Peut-être qu'ils ont vu, ils pouvaient aller aussi à la Sénat pour envoyer quelques deux cantines là-bas. Et après, on va rejeter leur dossier et autres. Aujourd'hui, c'est très fort, la loi. Elle dit, vous êtes obligés de rester ensemble. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Pourquoi on ne peut pas laisser l'ego de côté et tout le monde veut être président à la place de la Renaissance nationale? C'est comme j'avais fait l'expérience avec le BN, j'allais négocier, fédérer avec le renouveau. Si un PRD a accepté fédérer, c'est une leçon. Donc, il faudrait qu'ils suivent les autres et qu'ils aillent à la fédération. Adrien Mbedji a longtemps été l'élu, a longtemps été le leader charismatique. On le dit, Adrien Mbedji, il a été une personne que beaucoup ont suivi. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan et les réformes qui ont été mises en place en matière politique, il ne s'agit plus de suivre une personne. Il s'agit de suivre une idéologie d'un groupe donné, d'un parti politique. C'est les objectifs de ce parti-là qui doit convaincre les électeurs, les partisans, pour qu'ils rejoignent le parti ou pas. Mais on a l'impression quand même que Adrien Mbedji est dans la nostalgie. Lui et ses partisans qui font du bruit aujourd'hui sont dans la nostalgie du fait que c'est notre leader, on le suit. Et lui-même, il veut toujours rester celui-là qu'on suit, celui-là. Je pense que c'est ça. Et pour avoir cette position-là, pour avoir cette place-là, il fait des caprices. Et un autre caprice, c'est de faire des rencontres, c'est d'accepter des rencontres, de titiller un peu la tête de son parti. Malheureusement, et ça crée des incertitudes, ça crée des frictions au niveau du parti, malheureusement. Deux anciens rivaux, candidats 2 fois de suite à des élections présidentielles, se voient pour échanger à la veille des élections qui viennent. Ça contribue déjà un peu à détendre et qu'on appelle l'atmosphère politique. Et même si nous poussons des investigations plus loin, qu'est-ce qui va ressortir? Ils ont échangé sur la situation politique nationale. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Est-ce qu'il s'agissait d'une occasion pour mettre en place une alliance? Est-ce que l'un est parti faire la cour à l'autre ou parce que l'autre se sent peut-être abandonné ou pas trop considéré dans son parti? Peut-être qu'il a fait appel à l'un pour pouvoir discuter. Bon, ce qui est sûr, c'est pourquoi je disais, pour ne pas laisser libre cours à tout ce qui est en train d'être raconté et tout ça, le plus important, il faut que, du moins, les deux présidents viennent quand même pas nous dire dans les moindres détails tout ce qu'ils ont dit. Non, mais quand même nous faire le point. Ah ok, voici l'objectif pour lequel je suis parti voir tel président et de façon résumée, on a abordé tel ou tel point. Ça suffit. Pour
D'où le choix du duo. Vous savez, j'ai suivi sur votre plateau ici, Divor, qui a dit beaucoup de choses. Il a fait également économie de vérité à des niveaux donnés, sinon il allait vous révéler encore beaucoup de choses. Dans la salle le jour-là, pendant le Conseil national, il y a eu encore des résistances dans la salle-là. Parce qu'il y a un courant qui dit non, voici ce que nous décidons, voici ce que nous voulons. Et donc, s'il y a plusieurs courants politiques, vous pensez que au sein de UPR, au sein de BR, au sein de MOLBD, au sein de RN, au sein des autres formations politiques, il n'y a pas de divergence. Mais ils arrivent, les responsables arrivent à contenir cette divergence-là. Et donc, il est question de leadership. Depuis le congrès de Parakou, la crédibilité du parti a commencé à chuter peu à peu avec ses sorties. C'est le parti lui-même qui s'est tué. Et ses sorties n'ont jamais été quelque chose de crédible. Parce qu'on voyait un parti qui s'opposait pour s'opposer. Donc, ce n'est pas un parti crédible. Un parti crédible s'oppose, explique, fait des propositions, et à partir de là, tout le monde comprend. Le parti n'a jamais proposé quelque chose de précis en matière de gestion du pays. Donc, le parti là n'est pas crédible, il ne sera pas crédible. En tout cas, en l'état. Il y avait crise dans l'UPR. Nous avons vu toutes ces sorties du président Adrien Mbodji. Nous avons vu toutes ces crises qu'il y avait eu. Mais jamais le parti n'est allé en lambeaux. Jamais le parti ne s'est disloqué. Il y a eu des pourparlers. Le président Djogbenou s'est déplacé, il est parti voir le président Adrien à plusieurs reprises. Les gens ont fait tout pour que le parti ne va pas en lambeaux, le parti ne s'effrite pas. Même chose dans le parti UEBR. Nous avons vu les crises de Parakou, nous avons vu les crises qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, ce parti est debout, avec les mêmes militants, les mêmes leaders à la tête, où chacun ne peut pas se lever pour dire de n'importe quoi sur un plateau. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas observer la même chose face à un parti qui se dit parti du peuple? Vous dites que vous êtes parti du peuple et vous ne pouvez pas vous coordonner vous-même. Et comment vous voulez coordonner tout un pays? Vous savez, le Bénin est tellement attaché à son mort, à son parent, à son décès, surtout en Afrique. Est-ce que ce sera facile à un parent? Il va falloir vraiment qu'on fasse beaucoup de sensibilisation, qu'on explique beaucoup aux gens que d'abord c'est pour leur bien-être, avant que les rites, c'est vrai, vous pouvez les faire, on peut couper par les ongles, les cheveux, remettre aux parents, bon, vous pouvez aller faire vos rites, mais le cadavre permettait aux gens qui ont appris le métier de savoir comment entretenir votre cadavre. Et quand on parle de thanatopraxie, je crois que c'est tout un art, c'est de l'art. Parce qu'à ce niveau, il faut une école pour former les gens qui vont exercer, c'est un métier, les gens qui vont exercer. Et donc, pour ne pas passer à côté, il faut prendre tout le temps qu'il faut, les dispositions qu'il faut, les moyens conséquents, comme on le dit, pour mettre ça, dit tout ce qui cela fait appel comme usine debout. D'où la nécessité de ne pas être pressé et d'aller suivant le rythme normal pour que, à la fin, on constate que effectivement telle décision a été prise à telle période donnée. Mais aujourd'hui, c'est avec plaisir, on constate que vraiment tous les moyens sont mis à contribution pour, c'est-à-dire avoir un bon résultat. Et la mise en place d'une école suppose que ceux qui vont sortir de cette école soit décideront de travailler pour quelqu'un, soit décideront d'entreprendre. Donc, je pense que l'idée de l'État, c'est de créer cette école, c'est de faciliter déjà la création d'entreprises, de beaucoup de services funéraires, pour permettre à ceux-là qui sont déjà dans le traditionnel, qui sont déjà dans le domaine dans le domaine de façon traditionnelle, de se professionnaliser et de faire mieux, d'offrir un meilleur service. Dès que la Constitution a été votée, après, si vous observez bien, vous avez compris qu'il y a eu assez de polémiques. Quand je prends par exemple la trêve politique, les spéculations qui étaient en cours, parce que tout simplement, le texte n'était pas rendu public. Et aucun citoyen n'avait cette opportunité de dire exactement ce qui était mis contenu dans les innovations. Il a dit tout simplement que le Sénat qui a été créé là, Patrice Talon l'a créé parce que il souhaite rester au pouvoir et il a laissé le pouvoir à Robert Wadagni, mais il reste donc dans l'antichambre pour diriger. Et donc il y avait cette polémique là. Donc il fallait qu'on pose une acte qui aille dissiper les inquiétudes des citoyens et des populations. On dit nous-mêmes également. Notre loi fondamentale a subi des modifications vraiment intéressantes, et pas comme par le passé avec des modifications un peu superficielles. Je crois que ce sont des trucs
vraiment nouveau qu'il faut aller vulgariser. Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur le timing. Ces députés-là, ces membres de la majorité gouvernementale, de la majorité présidentielle, les députés qui ont fait cette modification, pouvaient le faire en amont. C'est-à-dire quoi? Expliquer tous ces trucs-là d'abord aux populations, prendre l'aval des populations, des citoyens, avant d'aller faire ce vote. Maintenant, s'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ont estimé qu'il faut le faire après avoir voté, ils savent bien pourquoi ils l'ont fait. Je pense que ils sont dans leur élément, ils sont dans leur droit, et s'ils ne le font pas, c'est bien sûr bien la toile, c'est bien sûr les réseaux sociaux qui le feront à leur place, et ça a déjà commencé à travers les polémiques et à travers tout ce que nous avons entendu, à travers tout ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Donc il est quand même important qu'ils aillent vers ces populations pour aller leur expliquer ce qui est réellement contenu dans la mouture qui a été adoptée, dans ce qui a été voté par les députés. Ce n'est pas la forme qui est en question, mais plutôt le contenu du texte et la manière dont les choses vont se faire désormais. Ce qu'on m'a dit, le temps qu'on a pris pour faire Glodjigbe ou la zone industrielle, est-ce que le chef de l'État, qui est en fin de mandat, dispose encore ce nombre de temps pour pouvoir faire ces mécodis? Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un rigoureux comme lui pour donner des directives pour que la chose soit faite. Donc ça, il faut, moi c'est mon inquiétude. Sinon, si c'est que c'est déjà fait dans un emballage et que le chef de l'État va là, bon, il plante ça, point, tout le monde applaudit. Mais aujourd'hui, l'administration a une continuité, mais nous sommes au Bénin et on n'est pas né aujourd'hui, par exemple, Amel, mais il faut comprendre. Moi, je suis inquiet parce que je vois la fin du mandat et je dis, est-ce que celui qui viendra, celui-là pourra poursuivre comme l'a fait le chef de l'État? Parce qu'il faut beaucoup, il a eu beaucoup de rigueur avant d'atteindre ce qu'on a fait à Glodjigbe. Il faut faire un tour, vous allez voir. Ce n'est pas en fait qu'on veut créer maintenant une zone où on va commencer par chercher en fait des espaces. Non, la zone phase industrielle est déjà là. Il y a déjà plusieurs même entreprises qui ont demandé à s'installer sur le terrain. Mais il faudrait avoir l'autorisation en fait des autorités. Mais le fait que il y a un regressement, c'est-à-dire on a fermé les yeux en fait sur cela, l'espace est resté comme tel. Donc, si vous allez sur le site, vous allez voir uniquement, en fait, l'entreprise qui produit, en fait, la pâte alimentaire Matanti. À côté, il y a également une entreprise qui vient de s'installer également, qui produit également des biscuits, des savons et consorts. Donc, l'espace, vraiment, si vous allez là-bas, je vous assure, c'est plusieurs hectares. Jusqu'au niveau même de la frontière de Sévécraké. Mais c'est vide. Si le chef d'État, tel qu'il le veut maintenant, cède le pouvoir, tous ces acquis vont s'effondrer, non. L'inquiétude que vous avez est pareille pour Glodjigbe. Si on ne peut pas tout au moins sauvegarder ce qu'il a pris du temps pour faire, ça ira à l'eau. Aujourd'hui, quand on dit Vodou Days, vous voyez, ce n'est plus... En fait, déjà, le concept a changé. Le concept a changé. Ce n'est plus... non, le concept a changé. L'État s'implique dans l'organisation. Voyez-vous, et ça fait que les gens ont plus confiance à la chose et ça fait rentrer de l'argent tel que ça s'organise. Donc, je pense que ce n'est pas seulement pour des gains politiques, des dividendes politiques que le gouvernement de Patrice Talon fait ça. C'est pour la postérité. Parce que Vodou Day ici, on entretient bien ça d'une manière ou d'une autre. Ça va prendre une ampleur. Et puis, regardez, on a donné 3 jours. Les gens peuvent dire, mais c'est Vodou, pourquoi donner 3 jours à Vodou? Pourquoi? Non, ce n'est pas au-delà de l'aspect culturel de la chose, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect touristique, il y a même l'aspect artistique. Ça ne nous étonne pas quand on sait que depuis 2016, ce gouvernement-là a quand même opté clairement pour l'essor du tourisme béninois à travers la valorisation de notre culture, précisément de nos cultures endogènes. Donc, c'est une volonté politique clairement, nettement affichée. La fête du Vaudou était déjà un événement mondial, surtout quand on se souvient de cette première célébration. C'est déjà bien que désormais, nous passions d'une journée fériée à 3. Je pense que
le gouvernement doit réfléchir pour accorder d'autres jours. Autrement dit, écoutez, si vous prenez par exemple les chrétiens catholiques, ils ont lundi de Pâques, ils ont lundi de Pentecôte, ils ont Assomption, ils ont je ne sais quoi, et on les compte tellement que quand vous prenez ceux qui vont, les islamistes, c'est comme ça on parle pour Mahomet, Tabaski. En tout cas, aujourd'hui, avant, on parlait d'une journée et on disait que c'est le 10, c'est la fête de Vaudou. Maintenant, nous sommes à 3 jours fériés. Jusque-là, le Bénin n'est pas dans une poursuite va-t-en-guerre. Et également, nous ne sommes pas dans cet élan de dent pour dent. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les autorités béninoises se montrent beaucoup plus sages dans la gestion de ce conflit. Mais là où je suis un peu déçu, c'est le comportement de nos compatriotes qui se mettent dans l'émotion et on va sur la toile pour poser des actes qui n'honorent pas le pays. Quand c'est comme ça, je me demande, est-ce que ceux-là rendent service à nos frères qui sont au Gabon où ils veulent davantage mettre de l'huile sur le feu? C'est la question que je me pose. Notre pays, le Bénin, a une âme et les valeurs que on transmet donc à nous, aux différentes générations, on ne doit pas trahir ces valeurs-là. On a toujours dit qu'on doit respecter l'autorité, qu'elle soit bien sûr de notre pays ou qu'elle soit de notre pays. On a toujours transmis donc ces valeurs-là à nos enfants du Bénin. Et donc aujourd'hui, ceux qui se mettent en porte-à-faux avec ces valeurs-là, le gouvernement doit les sanctionner. Et le communiqué qui est rendu public là appelle bien sûr à plus de responsabilité. Si vous tombez dans le panneau, il faut que le gouvernement vous sanctionne. Le parti même ne semble pas nous fournir des éléments nécessaires pour les soutenir. Voyez-vous, lorsque vous avez subi ce que vous avez subi pour le dépôt des dossiers pour les élections présidentielles, je pense que cela devrait les amener à faire beaucoup plus de preuves de munitie dans le traitement des dossiers, dans la rigueur qu'il faut avoir dans l'affinement des dossiers avant leur convoiement au niveau de la Sénat. Maintenant que cela n'a pas été fait, je trouve que ce n'est pas tout à fait honnête, tout à fait juste que de s'inscrire dans une logique de victimisation pour montrer que c'est toujours eux et pour montrer que on est en train de les exclure. Ce n'est pas tout à fait juste. Qu'est-ce qu'il y a au fond au niveau du fonctionnement de ce parti qu'ils nous cachent? Ça, il faut bien qu'ils nous le disent pour que nous puissions avoir les éléments qu'il faut pour faire une analyse juste. Je suis peiné parce que ce n'est pas la première fois que j'assiste à une période électorale et je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Je n'ai jamais entendu que parce qu'on a rejeté quelqu'un, la personne demande de l'audit pour savoir que bon, on est vraiment, on a tort de ne pas s'apprêter. Je ne trouve pas. Donc, si vous n'êtes pas à jour, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de débat. Les pièces sont listées, tout le monde sait, on a vu. Si vous n'en avez pas, ben, plutôt que d'accuser les autres, il faut vous accuser. Moi, je voudrais juste dire que si les autres ont toujours été à jour et eux n'ont jamais de problème, qu'ils aient au moins l'aimabilité pour le dernier scrutin qui arrive. Nous sommes déjà même dans la période de dossier. Qu'on leur donne le secret pour qu'on ne nous dise plus après qu'ils n'ont plus les pièces à jour. Et si nous remarquons bien depuis l'arrivée du gouvernement Talon, du président Talon, avec les différentes réformes, on a vu quand même qu'il y a eu des jeunes qui ont été mis en avant et qui n'ont pas démérité. Donc c'est une façon de faire comprendre quand même qu'au-delà d'une certaine expérience, il y a derrière ces personnes qu'on a toujours vues, qu'on prend les mêmes, on recommence là, il y a derrière ces personnes qu'on a toujours vues des gens qui travaillent aussi et qui peuvent être aussi efficaces que ceux qu'on connaît comme députés politiques et autres leaders de différentes circonscriptions. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se faire voir dans les listes qu'on a eues à la Sénat aujourd'hui, du côté de la mouvance bien sûr. Et ça montre aussi que la mouvance tente
par tous les moyens de respecter les différentes réformes, de respecter l'esprit des réformes en fait. Ceux qui sont hors liste, pour cette fois-ci, c'est des gens qui ont désobéi à un moment donné à leur formation politique. Sinon, comment vous comprenez qu'on dise qu'on nous allons faire? C'est-à-dire c'est une initiative, la révision de la Constitution, je parlais d'un groupe parlementaire de la mouvance. C'est-à-dire des groupes parlementaires de la mouvance. Et des députés choisissent volontairement de voter contre. Ça veut dire qu'ils ne sont plus avec leurs collègues. Et quand ça se passe comme ça, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse leur faire la confiance. Parce que si on continue de garder ces gens-là peut-être sur la liste, ils peuvent faire pire à l'avenir. Ceux-là qui ne sont pas venus sur la liste, ce n'est pas qu'ils ont démérité, mais c'est toujours pour passer la main aux autres. Quand je dis passer la main aux autres, c'est des gens qui sont des leaders au niveau des circonscriptions électorales, qui travaillent pour l'élection de tel député, de X député, de leur député. Maintenant, s'ils vont chaque fois être là en train de travailler ou élire le député, mais eux aussi, ils ont d'ambition. Il y a d'autres personnes qui ont d'ambition, mais il y a d'autres qui n'aiment pas préparer la relève. Le ministère donc, des Affaires sociales et de la microfinance, avec cette hausse qu'a connue donc, son budget, je pense qu'elle fera face, donc, la ministre donc, fera face donc, aux réalités socio-économiques et également aux réalités des citoyens. Parce que la demande est très forte aujourd'hui. Quand vous prenez Bessoké, quand vous prenez d'autres filets sociaux qui sont contenus donc, dans le panier, quand vous prenez H, quand vous prenez assurance maladie, quand vous allez à commencer où les mendiants sont regroupés et qui sont, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui et qui sont des actes qui sont posés et qui rendent dans le social. C'est pour ça que je disais que le social avait un nom hier, mais aujourd'hui le social est redéfini autrement pour que les citoyens en bénéficient. La ministre qui, concomitamment à ses fonctions de ministre des Affaires sociales et aussi ministre de l'enseignement secondaire, puisse aussi penser aux AME, parce que la partie prépondérante de l'effectif des enseignants, ce sont les AME, et il faut essayer de revoir leur situation, surtout essayer de leur ouvrir un peu les portes de la fonction publique, parce qu'actuellement, ils sont considérés comme des prestataires, et le social, ça doit aussi passer par là, afin que les bouches que les AME nourrissent puissent aussi dire « Ah, le social est venu vers nous ». C'est ça, c'est presque tous les ministères qui le font aujourd'hui. Lorsque, par exemple, vous prenez tout ce que fait aujourd'hui l'ANIP, c'est du social. C'est vrai que nous payons quelque chose, mais tout ce qu'ils ont fait permettant aux Béninois aujourd'hui d'avoir plus de 2 millions de Béninois d'avoir l'acte civil, c'est du social. Vous voyez, lorsque par exemple le CIP qui est aujourd'hui beaucoup utilisé, impose que partout, on amène ça à 5 ans, au lieu de 2 ans, c'est du social. Comment ça permet à celui qui chaque 2 ans doit débourser 1000 francs, de ne pas débourser 1000 francs chaque 5 ans. Vous voyez, c'est du social. Lorsque par exemple la construction des écoles, tout ça. Donc le social, ce n'est pas seulement le fait de donner à manger aux gens, de faire si on va dépasser ça. Aujourd'hui, le social a beaucoup évolué. Le message du chef de l'État, dans son ensemble, c'est quand même un message qui vient à point nommé. C'est un message de paix, c'est un message apaisant, c'est un message auquel on s'attendait un peu de la part du chef de l'État. À part les traditionnels vœux où il a souhaité les vœux de santé, de bonheur, de prospérité à tout un chacun de nous, je pense qu'il a mis l'accent sur une trêve qu'il souhaite que nous retrouvons au niveau des tiraillements politiques. C'est seulement quand il a donc évoqué, il a souhaité cette trêve de la chamaille politique intéressée, inutile pour le Bénin, et que nous gardions le cap du développement. C'est seulement là que moi, je me suis dit, tiens, il n'a pas pu s'empêcher une fois encore de s'exprimer politiquement. Et pour moi, ce qu'il a dit là, ce n'est que la suite de ce qu'il disait au Parlement. En réalité, s'il parle d'une trêve de la chamaille politique,
Je dirais que c'est un vecteur de la paix. C'est pour dire, je suis en train de prôner la paix. Parce que lui-même sait que en 2025, politiquement, le Bénin va trembler. Le Bénin ne va pas basculer, mais le Bénin va trembler politiquement. Et en tant que père de la nation, il doit prôner la paix. On peut croire que le chef de l'État a voulu peut-être rectifier. A voulu rectifier ce qu'il avait dit au Parlement ou devant les parlementaires. Il a voulu peut-être mettre un petit bémol pour dire, bon, voilà, j'ai été trop dur. Maintenant, je pense que 2025 va être l'année au cours de laquelle on va s'asseoir, on va échanger, on va discuter, on va définir de nouvelles bases.